Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité mathématiques. Dans cette toute nouvelle vidéo ici, nous allons tout simplement voir toutes les propriétés essentielles autour de la fonction cosinus. Ok, donc on va voir qu'est-ce que c'est, la définition. Et ensuite, on va s'intéresser à toutes les propriétés concernant la fonction cosinus. Ok, bravo. Bah, c'est parti mon kiki. Tout d'abord, donc, on va commencer par la définition de la fonction cosinus. Donc, du coup, on va prendre un réel x appartenant à R. Et donc, la fonction qui a tout réel x associe son cosinus, et bah tout simplement, ça, c'est ce qu'on appelle la fonction cosinus. Ok? Donc, dès que vous voyez une fonction où vous avez du cos, en fait, tout simplement, et bah vous avez une fonction cosinus. Ok? Voilà. En termes de représentation graphique, voici ce que ça vous donne. Donc, vous avez ce qu'on appelle une sinusoïdale. Pour ceux qui ont fait spé physique, je pense que ce terme vous paraît habituel. Hein. Et donc, sur cette sinusoïdale, et bah, vous avez ce qu'on appelle une période. Ok? Et en effet, bah, ça illustre une chose, c'est que la fonction, tout simplement, cosinus, hein, première chose, la fonction cosinus est périodique de période de pi. Ok? Donc ça, c'est une première chose qu'il faut bien avoir en tête. Hein, c'est que la fonction cosinus est périodique de période de pi. Alors ça s'explique très facilement. Le fait qu'on ait une fonction cosinus qui soit périodique de période de pi, c'est parce que par enroulement donc sur le cercle trigonométrique, on l'a vu dans la précédente vidéo qu'en fait, bah, quand on prenait les points qui associaient donc le réel x et l'autre et le point m' qui associe le réel m plus, enfin x plus 2kpi avec k en entier relatif, et ben on voyait qu'on tombait toujours sur le même réel, puisque le périmètre du cercle très gauche, je rappelle, ça fait 2pi. Donc du coup, bah forcément, quand vous prenez x plus 2pi, ou x plus 2kpi avec k en entier relatif, vous tombez exactement sur le même point que le point auquel on associe le réel x. Vous voyez le délire? Donc du coup, ça veut dire que concrètement, bah, on a le même cosinus, et on en reparlera dans la vidéo qui va suivre, mais on aura également le même sinus, ok? Bah voilà, donc ça c'est une première chose, le fait qu'on ait une fonction donc, qui est périodique de période de pi. Ensuite, deuxième chose, la fonction cosinus, comme vous avez pu le voir sur le graphique, et bah donc on a une courbe qui est tout simplement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui signifie donc que cette fonction, on dit elle est paire. Donc elle est paire sur R. Et donc ça illustre encore une chose, c'est le fait que du coup le cosinus de x et le cosinus de moins x, ça vaut exactement la même chose, ok? Ça on arrive très bien à le visualiser par exemple sur un cercle trigonométrique, hein, si vous placez un réel x, vous placez le réel moins x, et bah dans ce cas-là, bah si vous regardez au niveau des cosinus, vous aurez exactement le même cosinus. Donc je vais le faire là à main levée. Donc rapidement je trace mon petit cercle trigo, là je place le réel x et là le réel moins x. Bon bah si je lis sur l'axe des cosinus, celui-là, je vois que j'ai exactement le même cosinus, ok? Ensuite, qui dit fonction cosinus, qui dit donc bah, dérivation et signe, ok? Bravo. Donc, bah, avant de parler de... Comment ça s'appelle? Avant de parler donc de signe, on va donc parler déjà de dérivation, ok? Bravo. Et après, donc, nous parlerons de signe de la fonction cosinus. Donc ça, propriété extrêmement importante qu'on va démontrer dans quelques instants sous vos yeux ébahis. La fonction qui est associée à tout réel x, cosinus de x, cette fonction est dérivable sur R. Ok? Donc cosinus, vous pouvez dériver sur R. Et ça, je crois qu'on a déjà vu. Et en fait, la dérivée de cosinus, hein, bah, c'est égal à moins sinus de x. Voilà, donc ça, c'est une formule qu'on a eu l'occasion de voir déjà peut-être dans les chapitres précédents, notamment quand on a fait les primitifs. Et donc là, un moyen mnémotechnique pour vous rappeler de toutes les dérivées. Donc, je vous le montre rapidement. Vous faites le cercle trigonométrique, en fait. Comme ceci. Bon, on va mettre les couleurs comme ce sera plus simple pour vous. Donc là, en rouge, je mets l'axe des cosinus. Donc là, vous avez cos de x et là, vous avez l'opposé, moins cos de x. Et après, donc, en vert, je vais mettre l'axe des sinus. Ok, voilà, donc là, en vert, on repère l'axe des sinus. Donc là, vous avez sin de x et là, vous avez son opposé, moins sin de x. Et pour avoir donc toutes mes dérivées très facilement, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais tourner dans le sens horaire. Ok, donc dans le sens des aiguilles du montre. Donc si je vais dériver de sin, je tourne dans le sens horaire, j'ai cos. Si je vais dériver de cos, je tourne dans le sens horaire, j'ai moins sin. Si je veux dériver de moins sin, je retourne dans le sens horaire, j'ai moins cos. Et si je veux dériver de moins cos, je tourne dans le sens horaire, j'ai sin. Ok, j'ai sinus. Donc là, pareil, c'est utile de savoir ça, ok, de pouvoir se repérer comme ça dans le cercle trigo pour retrouver les dérivées. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Également, dans l'autre sens, si vous voulez primitiver, ok, ou intégrer, on a vu ça dans le chapitre 8,
donc ça fait un petit moment, mais dans le sens contraire, si vous tournez dans le sens anti-horaire, donc dans le sens trigonométrique, comme je vais le faire avec mon stylo, et ben là, vous allez retrouver ce qu'on appelle une primitive, ok? Une primitive de moins sin, je tourne dans le sens anti-horaire, dans le sens trigonométrique, je vais trouver cos. Une primitive de cos, je tourne dans le sens trigonométrique, je vais trouver sin. Une primitive de sin, je tourne dans le sens trigonométrique, je vais trouver moins cos. Et une primitive de moins cos, je tourne dans le sens trigonométrique, je trouve moins sin. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe un peu pour retrouver facilement les dérivés et les primitifs. Ok, bravo. Donc ça, c'est très important que vous ayez ça en tête. Hein. Au moins comme ça vous évite d'apprendre 4 formules en fait. Ok, au moins vous gagnez du temps. Et vous aurez juste à apprendre la dérivée et la composer. Vous verrez qu'il n'est pas trop difficile non plus. Ok. Alors, du coup, on va démontrer le fait qu'on a une fonction cosinus qui soit dérivable. Et surtout, on va essayer de redémontrer la formule de la dérivée du cosinus. Ok. Donc là, c'est parti mon kiki. Donc là, on va calculer un taux de variation. Ok. Alors, oui, on va admettre un certain nombre de résultats. Donc, je vais les mettre déjà là sur le côté. On va admettre 3 résultats pour cette vidéo afin de faire la démonstration le plus proprement possible. Ok. Voilà. Parce que sinon, si on les admet pas, du coup, ça va être un peu compliqué, vu que vous n'avez pas fait maths expert, de pouvoir faire la démonstration. Ok. Enfin, en tout cas, vu qu'on n'a pas fait encore le cours là-dessus en maths expert, sur la chaîne, ça va être un peu compliqué si on les admet pas sur le temps. Donc, première chose, c'est la formule d'addition. J'avais déjà montré quelques formules d'addition dans le cours de rappel sur la trigonométrie. Mais j'avais dit que c'est pas nécessaire de les apprendre. Surtout si vous ne visez pas des licences de maths ou des prépa maths. Ok. En revanche, si vous visez des licences de maths, prépa maths, ou même que vous faites maths expert, c'est bien de les connaître quand même. Bon, cos de A plus B. Donc, ça fait cos A fois cos B moins sinus de A fois sinus de B. Pareil, cette formule, on peut la démontrer. Et pour la démontrer, on passe par un produit scalaire. Ok. Donc là, ce qu'on n'aura pas de temps de faire dans cette vidéo, peut-être si j'ai le temps, je ferai la démo de cette formule. Et après, pour déduire toutes les autres, on va utiliser un certain nombre de propriétés sur les fonctions cosinus et sinus. Ensuite, donc ça prend une formule qu'on va admettre, sa formule d'addition pour le cosinus. Deuxième chose, ça va être pour les limites. Donc, limite lorsque h tend vers 0 de cosinus de a plus h moins cosinus de a, moins 1 du coup. Divisé par la chose suivante. Donc, divisé par h. Là, on va mettre directement cosinus de h moins 1. Donc, si je vais faire limite lorsque h tend vers 0 de cosinus de h moins 1 divisé par h, ça, je dis que ça fait 0. Et ça, limite lorsque h tend vers 0 de sinus de h sur h, ça, je dis que ça fait 1. Alors, pareil, ces résultats, ils sortent pas de nulle part. En fait, en réalité, tout ça, là, les deux formules que je vous montre, c'est des taux d'accroissement. Ok. Bon, jamais pour faire la démo. Mais pareil, on peut les redémontrer une fois qu'on a montré la dérivabilité de cos et de sin. Ok. Voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. Démonstration. De démonstration, ça va être comme en première. On va calculer un taux d'accroissement. Donc, c'est parti, mon kiki. On va calculer le taux de variation de la fonction cos entre a et a plus h. Donc, on fait cos de a plus h moins cos de a divisé par h. Donc, on y va. Donc là, cosinus de a plus h, j'applique ma formule qui est juste en haut. Donc, cosinus de a plus b, j'ai dit c'est cos a fois cos b moins sin a fois sin b. Donc là, cosinus de a plus h, je dis que c'est cosinus de a fois cosinus de h moins cosinus de a fois sinus de h moins cosinus de a. Voilà, donc là, et de tout divisé par h. Donc là, ne vous mélangez surtout pas. Les 4 premiers termes que vous voyez là, les 4 éléments là, ça correspond au développement de cosinus de a plus h, ok. Tout ça que je mets en rouge, c'est égal à tout ce que je mets en rouge, ok, c'est la même chose. C'est équivalent. Ensuite, on va un peu scinder avant de scinder quelque chose, là, tout de suite, vous devez être vif, faut voir les factorisations assez rapidement. Vous avez cosinus de a, cosinus de a. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser par cosinus de a. Donc, ça fait cosinus de a facteur de cosinus de h moins 1. Parce que là, du coup, j'ai cosinus de a fois a, cosinus de h, moins cosinus de a. Et donc là, du coup, je regroupe tout ce qui reste. Donc là, cosinus de h. Et là, après avoir pris le cosinus de a, il me reste juste 1. Le tout divisé par h, moins sinus de a fois sinus de h divisé par h. Alors, on va un peu simplifier encore la chose. Donc là, ça fait cosinus de a
fois la chose suivante, cosinus de h moins 1 sur h, moins sinus de a fois sinus de h sur h. Quel est l'intérêt d'avoir simplifié comme ceci? C'est pour me retrouver avec les formules que j'ai mises il y a du coup 2 minutes. Ok, bravo. Alors, puisque regardez, maintenant on arrive là. Donc quand vous avez calculé votre taux de variation, toujours pour vérifier qu'une fonction est dérivable, ça on l'a vu en première, et il faut calculer la limite de ce taux de variation lorsque h tend vers 0. Et si cette limite est égale à un réel, dans ce cas-là, ça signifie que votre fonction est dérivable. Et si c'est pas le cas, et du coup vous avez une fonction qui est non dérivable. Donc là, je me retrouve avec deux choses. Je me retrouve avec ça et ça. Et ça, donc, je connais la limite de ça. Elle est là. Et ça, je connais la limite. Elle est là. Ok. Donc c'est parti, mon cliquer. Donc calculer la limite du taux de variation. Et si elle tend vers un réel, et c'est nickel. Donc, limite, lorsque h tend vers 0, de cosinus de h moins 1 sur h, ça on a dit que ça fait 0. Et pareil, limite, lorsque h tend vers 0, des sinus de h sur h, ça on a dit que ça fait 1. Donc là, du coup, par produit plutôt. D'une part, on va pouvoir en déduire que limite, lorsque h tend vers 0, de cosinus de a fois cosinus de h moins 1 sur h, ça j'ai dit que ça fait 0. Alors pourquoi 0? Parce que là, vous avez déduit que la limite de cos de h moins 1 sur h lorsque h tend vers 0, ça on a dit que ça fait 0. Et je multiplie par cosinus de a. Alors cosinus de a, faites gaffe, c'est un réel. Ok? Ah, j'ai oublié de le préciser. Hein. Donc soit a, un réel. Donc soit a appartient à R, et donc a est fixé. Ok, donc a c'est un réel et il est fixé. Ok, il n'est pas variable. Donc là, la seule variable sur laquelle on travaille, c'est h. A, c'est un réel, c'est une constante. Donc du coup, par produit, quand vous multipliez un réel par 0, la limite, ça tend vers 0. Ok, tout simplement. De même. Donc là, du coup, toujours par produit. Hein. Limite, lorsque h tend vers 0, de moins sinus de a fois sinus de h sur h, là on a vu que limite lorsque h tend vers 0 de sinus de h sur h, ça j'ai vu que ça fait 1, je multiplie par moins sinus de a, du coup ça fait moins sinus de a, la quantité étant vers moins sinus de a. Puis du coup là tout ça vous voyez, c'est tout l'ensemble qui me donne le taux de variation, cos de a plus h, cos de a plus h moins cos de a divisé par h, c'est égal à tout ça. Donc on peut le remettre, hein. Cos de a plus h moins cos de a, le tout divisé par h, tout ça là, ça vaut tout ça. Ok, donc là j'ai calculé la limite de ça, la limite de ça. Donc on conclut par somme. Hein. Donc par somme, limite, lorsque h tend vers 0, donc on a dit de cosinus de a fois cos de h moins 1 sur h moins sinus de a fois du cosinus de h sur h. Ça, du coup, c'est la même chose que limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation de la fonction cosinus entre a et a plus h. Donc, c'est la même chose que limite lorsque h tend vers 0 de cos de a plus h moins cos de a divisé par h. Et donc ça, par somme, 56 vaut 0. 56 vaut moins sinus de a. Donc, par somme, ça vaut moins sinus de a. Ok? Et donc, du coup, ça montre bien deux choses. Ça montre d'une part que la fonction cosinus est dérivable. Bon, là, je vais pas l'écrire, mais oralement, je peux vous le dire ce qu'on peut rajouter dans une démo pour finir proprement. Ça montre du coup que comme la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation est égal à réel, et j'ai une fonction qui est dérivable, hein, voilà, premièrement. Et la dérivée, c'est égal à la limite du taux de variation. Ok, c'est-à-dire moins sinus de a. Donc ça, voilà, c'est pour la dérivée et la démonstration de la formule. Pour finir, donc on va parler des variations de la fonction cosinus et du signe. Donc là, pour aller assez vite, on peut se faire un petit cercle trigonométrique si vous avez besoin. Voilà. Donc là, je rappelle, ici on a cosinus et là on a sinus à chaque fois. Donc là, du coup, comme la fonction cosinus, on dit qu'elle est périodique de période 2π, et on va pouvoir réduire l'intervalle d'étude de R à un intervalle d'amplitude 2π. Ok, puisqu'on fait tous les 2π, on va répéter le même phénomène. Ok, on va répéter le même motif, donc on va répéter la période. Donc du coup, on va pouvoir réduire comme ça l'intervalle d'étude sur un intervalle de pi. Donc du coup, on peut tracer deux choses. Le tableau de variation de tout simplement la fonction cosinus
et le tableau de signes de la fonction cosinus. Ok. Donc là, on travaille sur intervalle moins pi, pi. De quoi étudier les variations. Alors du coup, sur moins pi jusqu'à pi, quelles sont les variations de la fonction tout simplement cosinus? Et bah du coup, on en a deux en fait. Comme vous avez pu voir sur la courbe, vous pouvez revenir en arrière si vous voulez. Et bah entre moins pi et 0, la fonction croît. Ok. Et en moins pi, donc le minimum il vaut moins 1. Le maximum il vaut 1, il est à temps 0. Et ensuite, on retombe sur un minimum qui vaut moins 1. Alors oui, d'ailleurs, petite remarque. Là, je parle de minimum et maximum. Là, bien évidemment, qu'on s'entende bien, c'est des minimums et maximum locaux. Ok. On n'est pas sur un maximum et minimum local. Puisqu'en fait, on est sur des oscillations. Donc, on répète toujours le même phénomène sur une période de pi. Donc, sur R, bah, on ne peut pas dire que la fonction cosinus ou la fonction sinus admet un maximum. Ok. C'est pas vrai. Puisque, en effet, cosinus et sinus, ça sera toujours coincé entre 0 et moins 1. Enfin, entre moins 1 et 1. Ok. Voilà. Donc là, faites gaffe aussi quand vous faites bien vos choses. Alors du coup, là, bah, rapidement, d'après corollaire du TV, tout de suite, je peux dire que l'équation cosinus de x égale 0, sur intervalle moins pi et pi, admet deux solutions. Une par là et une par là. Donc là, bah, en effet, le cosinus, il va s'annuler deux fois. Il va s'annuler ici, donc en moins pi sur 2 et en pi sur 2. Ok. Donc, du coup. Et après, du coup, comme je disais, la fonction cosinus, comme vous pouvez le voir, elle s'annule en deux réels. Donc en moins pi sur 2 et en pi sur 2. Et donc, entre moins pi et moins pi sur 2, là, comme on peut le voir sur l'axe du cosinus, on est par là. Hein. Entre moins pi et moins pi sur 2, donc on est par là, donc on est négatif. Ensuite, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, bah, vous pouvez voir que le cosinus, il est de ce côté-là. À chaque fois, quand je vais lire le cosinus, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, je vais tomber dans cette zone-là. Donc on est positif. Et ensuite, bah, entre pi sur 2 et pi, quand je vais lire le cosinus, je vais tomber sur la partie rouge, donc cosinus négatif. Ok. Donc voici le signe ainsi que les variations de la fonction cosinus. Ok. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Donc on a résumé un peu toutes les propriétés essentielles autour de la fonction cosinus. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter et bonne toi en mathématiques et en sciences.